bienvenue, c'est Elric Legloire, créateur du podcast The Sales Game et responsable de la prospection de chez TalkPush. Et merci de nous rejoindre aujourd'hui pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Dimitri Dugne, directeur commercial chez WeDoGift. Donc bienvenue Dimitri et merci d'être avec nous. Ça va comment aujourd'hui? Salut Elric, merci beaucoup déjà de m'inviter donc sur ce podcast. Ça va très bien, très content d'être ici, partager un moment avec toi. On va parler sales, on va parler grands comptes. Et donc c'est un podcast de qualité que je suis déjà depuis quelques temps et avec quelques connaissances et même des amis qui sont déjà passés par là. Donc très content de participer à ce travail-là et à porter haut et fier les couleurs du sales. Avec grand plaisir. Et justement, comme tu l'as déjà mentionné aujourd'hui, donc on va parler la vente grand compte. Et ça me fait plaisir de t'avoir aujourd'hui sur le podcast justement pour en discuter parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Enfin, comme je suis aussi dans la vente grand compte, donc on va parler de ça. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter comment t'en es arrivé là? Pas de souci. Du coup, donc moi je m'appelle Dimitri, j'ai 29 ans, je suis auvergnat, là où je suis basé aujourd'hui et où j'effectue mon confinement. J'ai fait mes études en Auvergne jusqu'à ma classe prépa. Après, j'ai intégré une école de commerce dans le nord de la France, à Lille, qui s'appelle l'EDEC. Je suis rentré dans le monde du sales il y a maintenant 8 ans. Je n'étais pas forcément destiné à ça au début. J'étais plus, on va dire, dans le sport. J'ai joué pas mal au rugby. J'étais parti pour faire des études pas trop en lien avec le business, mais on va dire la loi du sport et les blessures passeront par là. Je me suis pas orienté juste avant le bac sur le parcours un peu plus classique, prépa école de commerce. Et je suis arrivé toujours un peu par hasard sur mon premier stage en césure chez Michael Page. Donc Michael Page, c'est un cabinet de recrutement. Donc, je n'étais pas sur une fonction sales, mais j'ai commencé à découvrir finalement les cycles de vente parce que le cabinet de recrutement, bien évidemment, recrute, mais doit vendre sa prestation de recrutement. Je crois que tu travailles sur ce secteur-là, donc tu le connais bien, tu le côtoies tous les jours. Donc, j'ai côtoyé des personnes qui vendaient déjà au grand compte et j'ai pu commencer à me forger aussi des compétences sur la gestion de cycle, à la fois de vente, mais aussi de cycle candidat. Et puis après, j'ai continué l'expérience au sein d'une ESN qui s'appelle Amaris, et ils ont changé de nom là récemment, ça s'appelle Mantoux maintenant, ou en tout cas la marque Amaris existe toujours, mais le groupe, ils sont devenus quelque chose de plus grand qui s'appelle Mantoux, toujours sur du recrutement. Et puis après, j'ai été recruté en fait par Amaris et ça a été mon premier boulot et j'ai commencé chez eux donc en CDI à Paris en tant qu'ingénieur d'affaires. Et donc là, c'est là où j'ai vraiment découvert la vente grand compte. J'ai fait mes premières armes, signé mes premiers grands comptes, gagné des référencements. J'ai fait ça pendant pendant un an, avant de vouloir rejoindre un écosystème un petit peu plus digital et un peu plus start-up, dans une petite structure. Et je suis arrivé chez WeDoGift, donc un peu par hasard, après avoir vu Jérôme, donc le fondateur, qui pitchait sur BFM. Je trouvais l'idée intéressante. Je lui ai envoyé un petit mot sur LinkedIn. On s'est rencontrés. J'étais le premier salarié donc à rejoindre l'aventure. Donc là, on était le 1er juin 2015 en tant que BizDev. Donc, c'était BizDev au sens le plus large du terme. Il fallait à la fois aller signer les premiers clients, mais aussi gérer les partenariats et un rôle aussi un petit peu couteau suisse, comme tu peux l'imaginer au début d'une aventure comme celle-ci. Le pitch de WeDoGift au début, c'était devenir le leader français du chèque cadeau dématérialisé en se basant sur une proposition de valeur, en apportant de la transparence, en digitalisant des produits qui existaient déjà, qui existent, hein, c'est 90% du marché encore, du chèque cadeau papier. Donc, on vient digitaliser le chèque cadeau papier pour des clients. Et on a commencé principalement en signant des clients de grands comptes. Je ne te refais pas l'historique des 5 dernières années chez WeDoGift, et il y aura peut-être des parallèles de toute façon qu'on fera sur les questions, parce qu'une grosse partie de mon expérience sales s'est faite aussi au jour le jour chez WeDoGift. Mais aujourd'hui, donc moi, j'encadre une équipe de 50 personnes qui gère 5000 clients, qui a pour objectif de continuer de prendre de grosses parts de marché. Les clients, comme je te disais, sont historiquement des grands comptes, que ce soit sur la partie comité d'entreprise, qu'on appelle aujourd'hui CSE, ou sur une partie incentive. Donc là, c'est des métiers, direction marketing ou commercial. Donc on peut avoir des noms comme Michelin, L'Oréal, Generali, Crédit Agricole, Air France, AXA, par exemple. On travaille aussi sur une cible entreprise, des Criteo, de Dailymotion, mais aussi des startups type October, Genuine Fruity, qui travaillent avec nous sur des opérations de chèque cadeau. Depuis quelques temps, WeDoGift, ça devient quelque chose d'un petit peu plus grand que le chèque cadeau. On continue bien évidemment notre croissance importante sur la digitalisation de ce produit, mais les enjeux de la société et donc de l'équipe sales sont des
enjeux de diversification du produit. Depuis le 1er janvier 2020, on a lancé un nouveau produit qui est le titre restaurant. On lance aussi des packages, des tout en un, notamment pour une de nos cibles principales qui sont des CSE. Et on a pas mal d'autres surprises à venir. Et donc, cette diversification-là, on doit aussi l'accompagner sur un développement à l'international, où on a ouvert sur le début de l'année 2020 la Belgique, notamment pour accompagner nos clients grands comptes français donc sur la zone Benelux, mais aussi pour travailler en local. Et on a l'habilité d'ouvrir d'autres pays. Alors, initialement, c'était prévu pour l'année en cours. La situation actuelle nous oblige à être un petit peu plus en stand-by, un peu plus observateur. On espère pouvoir reprendre ces beaux projets-là le plus rapidement possible. Donc voilà principalement pour ce qui m'emmène ici, et avec donc une appétence et une, une, une passion, clairement, il faut le dire, pour la vente et pour travailler sur des cycles de vente assez complexes, même si on ne fait pas que ça chez We Do Give, on ne fait pas que des grands comptes, mais c'est notre spécialité en tout cas. Et justement, pour continuer sur ce que tu étais en train de dire, euh, ça dure combien de temps en fait tout le process depuis que tu commences avec un prospect grand compte jusqu'à la signature d'un contrat? Alors, pour te répondre, Pour, en fait, et pour avoir déjà eu pas mal de fois le débat avec soit des personnes en interne chez nous, soit avec des personnes de l'écosystème sales, tout dépend finalement de la définition qu'on donne au mot grand compte. ouais. Là, pour moi, aujourd'hui, c'est à toi de nous dire aussi si tu as envie qu'on parle de cette définition-là, mais j'ai envie qu'on parle des très grands comptes. Des très grands comptes, ça serait pour moi des entreprises du type du CAC 40 ou du SBS 120, en France en tout cas, qui ont plusieurs filiales, qui ont des stratégies de verticalisation très horizontales aussi, assez complexes, une galaxie vraiment. Donc, si on parle des cycles de vente sur ces très grands comptes-là, généralement entre 18 mois à 3 ans, 4 ans, 5 ans pour certains. Si on parle d'entreprises de taille un petit peu plus petite, mais qui peuvent rester des grands comptes, d'entreprises de 1000, 2000, 3000, 5000 salariés, je dirais qu'on est sur des cycles de vente qui vont entre 6 mois à 18 mois. Ok. Je ne sais pas d'ailleurs quelle est la définition toi, que tu donnes aux grands comptes. Ben, nous, en gros, on a Enterprise et Large Enterprise en anglais. Donc, c'est grand compte et très grand compte. Donc, pour nous, grand compte, c'est entre 10 000 et 100 000 employés. Et au-dessus de 100 000, c'est les très grands comptes. On Ok. est, on est sur une stratégie un peu différente. On est, En fait, l'idée, nous, ce qu'on vend, c'est bien sûr, on le vend à un pays, et en fait, après, c'est de le développer dans un autre pays. Euh, Ok. Tout simplement, et c'est pour ça qu'on va chercher des entreprises qui ont, comment dire, on va dire, qui ont entre 10 000, 50 000 employés dans un pays, et après, le vendre dans les pays qui sont à côté. Juste Actuellement, c'est comme ça que l'équipe commerciale elle fonctionne. Donc, généralement, on va plus attaquer une industrie, un secteur d'activité, pardon, plutôt que dire ah, on va attaquer tout un pays et attaquer tous les secteurs d'activité de ce pays. Nous, on est vraiment principalement sur tout ce qui est call center, et Ok. on a 60% des call centers actuellement, on va dire des grands groupes. Et, euh, et l'idée, en fait, c'est de commencer dans un pays avec eux. Et il y a certains call centers où on est dans 12 pays. Donc, avec ça. Ok. Donc, voilà. Ouais, donc, vous êtes déjà construit de base avec cet ADN international et d'accompagner les clients donc, sur des cibles qui sont déjà clairement mondiales et C'est ça. mondiales. Ok. Et du coup, après, donc, bon, t'as déjà commencé à en parler. Donc, vous vendez à tout type de compte. Quand vous êtes sur du grand compte, pour toi, ça va être ton panier moyen avec un grand compte, ça va être quoi plus ou moins, pour avoir une ordre d'idée? Alors, quand on parle de panier moyen, donc, dans notre industrie, nous, on ramène ça souvent à ce qu'on appelle le volume d'émission. Donc, le volume d'émission, c'est les euros que nos clients vont distribuer à leurs salariés sous forme d'avantages, que ce soit du chèque cadeau ou même aujourd'hui du titre restaurant. Sur la partie chèque cadeau, on va parler de deals qui vont entre, à partir de 2 millions d'euros jusqu'à 15, voire même 20 millions d'euros aujourd'hui. Donc,
de volume d'émissions. C'est à peu près les poignées moyens qu'on rencontre sur des clients rencontres. Et du coup, c'est quoi les 3 plus gros challenges que vous avez avec la vente sur les grands comptes? Euh, Pour moi, je dirais déjà, premièrement, et ta première question finalement était en lien, et je pense qu'on la redéveloppera dans un second temps, Ouais, c'est comment arriver à gérer la longueur des cycles de vente. Euh, Quelle que soit finalement l'industrie, et le but aujourd'hui est d'essayer de réfléchir euh, finalement dans l'absolu et pas forcément dans une industrie en particulier. Peu importe la durée exacte du cycle de vente, mais vendre au grand compte, c'est long, clairement. Donc ça, c'est le premier défi, arriver à le gérer. Deuxièmement, c'est comment adapter finalement son offre. Je pense que tu as pas mal de tes auditeurs, même si tout le monde ne travaille pas forcément sur des produits SaaS, mais pas mal ont ce type-là de produits à vendre, sont sur du SaaS. Comment donc du coup adapter une offre SaaS qui par défaut est plutôt standardisée, et comment l'adapter et pouvoir répondre aux besoins vraiment précis d'un cahier des charges grand compte avec des besoins très spécifiques et des vraies volontés d'accompagnement de la part de nos clients. Donc ça, je dirais, c'est vraiment le deuxième challenge, c'est adapter son offre qui par défaut est plutôt standard, en tout cas en typologie SaaS, donc aux besoins d'un grand compte. Et le troisième challenge, c'est comment finalement arriver arriver à ce qu'on appelle un référencement. On pourrait y revenir aussi. Le référencement, c'est un petit peu un sésame, c'est un peu le Graal, c'est-à-dire obtenir le droit de travailler au sein d'un grand compte et de pouvoir démarrer les activités. Donc, c'est des process qui peuvent être plus ou moins longs, qui peuvent être plus ou moins encadrés en fonction de la maturité, notamment des services achats des grands comptes. Donc, clairement, le troisième gros challenge, c'est le référencement pour moi. OK. Alors, pour résumer ce que tu viens de dire, donc le premier challenge, c'est la longueur, la durée du cycle de vente. Le Clairement. deuxième, donc, c'est comment adapter ton produit justement à des entreprises qui ont des tailles énormes, justement. Et le troisième, donc ça va être le référencement au sein de ces mêmes entreprises. Donc pour le premier challenge, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec WidowGift, justement pour, réduire ce cycle ou justement, enfin le réduire et garder engagé ton prospect tout au long justement du process avec eux? Mm. Euh, Avant de répondre à cette question, en fait, déjà, avant de engager le prospect, il faut déjà arriver à garder ou à mettre son équipe ou soi-même en tant que sales dans les meilleures dispositions et rester engagé pour la vente grand compte. En gros, pour moi, il y a vraiment une contradiction entre le fait d'être des fois d'être sales, d'être objectivé avec des objectifs. Alors, chez nous, on est plutôt à des objectifs annuels, mais il y a pas mal de sales qui travaillent avec des logiques de MRR, donc avec des logiques qui sont quand même plutôt assez court-termistes. Et comment venir concilier donc des objectifs long terme, la signature d'un grand compte qui rentrera certainement pas dans vos objectifs de l'année en cours, et encore moins du mois, avec votre travail et ce qu'on vous demande au quotidien. Donc, premièrement, c'est déjà accepter pour soi ou pour ses équipes ou pour son équipe sales, peu importe en fonction de la place que vous occupez au sein de la structure dans laquelle vous travaillez, accepter de prendre du temps pour travailler les grands comptes, même si vous n'allez pas avoir un gain immédiat et à court terme. Ça va un petit peu à l'inverse. Moi, je dis, c'est un petit peu de saison avec ce qui nous arrive et ce qu'on est en train de traverser avec la crise liée au coronavirus. Takens, le fameux économiste, qui disait souvent à long terme, on est tous morts. Et donc, il avait cette maxime pour inciter les États à faire la relance keynésienne et non pas à attendre que le marché se régule. Et donc, il venait un petit peu en contradiction avec les libéraux. Souvent en startup, et moi j'ai souvent entendu dire ça, et puis même si moi il y a des équipes qui écoutent, elles rigoleront parce que je le dis souvent, à long terme, on est tous morts. Et donc, sous-entendu, rentrons du business tout de suite. Et finalement, cette maxime-là, elle a une contradiction complètement avec la vente grand compte. Et donc, du coup, il faut bien évidemment privilégier son business, parce que quand on lance une société, se préoccuper où on sera dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est compliqué quand notamment sur les premiers mois, les premières années, où on démarre dans son poste de sales. Inversement, il faut commencer dès à présent à semer des graines. Moi, j'ai par exemple en tête un appel d'offres qu'on est en train de finaliser et qu'on a mis, si on devrait le signer, je croise les doigts, on aura mis plus de 5 ans finalement à le signer entre la première prise de contact et
un référencement, pardon, un appel d'offres et, la signature. Et donc, si on n'avait pas commencé de planter ces petites graines et de prendre des initiatives il y a 5 ans, on ne serait pas aujourd'hui en train de gagner plusieurs deals entre 10 et 15 millions d'euros. En fait. Donc, il faut prendre ce temps-là, commencer déjà à semer ces petites graines, entamer le plus tôt possible des rencontres avec les grands comptes et aussi s'enlever certaines, je ne sais pas si le mot est bon, je le dis entre guillemets, mais croyances limitatives. Et je parle vraiment pour moi, c'est des choses que j'avais au début, notamment de l'aventure We Do Gift. Je me disais, mais des fois, on n'est pas prêt encore, notre produit n'est pas prêt encore pour les grands comptes, que ce soit en termes d'expérience, que ce soit en termes de maturité de notre cycle de vente, on attend le produit parfait. Et je l'entends aussi un petit peu des fois autour de moi. Mais il faut s'enlever ces croyances-là. Pourquoi ? Parce que déjà, le cycle de vente est long. Donc, le temps de signer finalement ton cycle de vente, tu auras le temps d'améliorer ton produit. Deuxièmement, d'aller se frotter aux grands comptes, pour moi, c'est une super opportunité pour faire ce qu'on appellerait un petit peu du lean startup sur à la fois ton produit, mais aussi ton cycle de vente. Et donc, il ne faut pas se priver de cette opportunité-là. J'ai un exemple là-dessus. Il y a un grand compte avec lequel on travaille aujourd'hui dans le secteur de la cosmétique. Au début, on a reçu l'appel d'offres, on a hésité à y aller parce qu'il y avait des caractéristiques, des features qui étaient très spécifiques et qui sortaient un petit peu du cadre de nos développements. Et ce n'était pas du tout inscrit sur la roadmap. On y allait quand même en étant transparent avec eux et on a sorti la feature même après avoir gagné le référencement. Donc, il faut s'enlever pour moi ces croyances limitatives et attaquer dès le début de l'aventure les grands comptes parce que tu vas progresser à la fois sur ton produit et sur ton cycle de vente. Tu as une vraie maturité qui se dégage en les côtoyant. Le dernier point, et je finirai quand même là-dessus, attention, il ne faut pas faire que des grands comptes, notamment au début d'une activité, parce que tout miser sur un ou quelques gros deals, c'est complexe. S'ils ne basculent pas ton année, elle va être compliquée. Et donc, du coup, ne pas tout miser sur un grand compte pour atteindre ses objectifs, mais plutôt ventiler un peu son portefeuille et commencer de travailler dès le début de son activité quelques grands comptes pour les faire tomber. Justement, j'avais une question par rapport à ça. Là, tu étais en train de dire de ne pas tout miser sur un grand compte. Du coup, par exemple, un de tes commerciaux, tu mets une limite de grands comptes qu'il doit avoir dans son portefeuille. Je sais pas, par exemple, par année, il a juste 4 grands comptes ou 5. Tu fais ça comment avec tes commerciaux? Ouais. Alors aujourd'hui, donc l'équipe sales, c'est à peu près une cinquantaine de personnes, mais qui travaillent vraiment sur la partie amont du cycle de vente, donc ce qu'on appellerait le BizDev. On a à peu près une trentaine de personnes. Donc il y a une segmentation déjà qui existe chez nous, segmentation géographique, mais aussi un petit peu par seniorité. Chez We Do Gift, on aime bien le dire qu'il y a un côté un petit peu école de la vente où on prend des personnes qui n'ont pas forcément d'expérience sales et qu'on forme. Et donc, du coup, les grands comptes sont plutôt travaillés en priorité par des BizDev qui ont entre 12 à 18 mois d'expérience chez nous. Donc, déjà, c'est une première segmentation. Et après, on répartit finalement les comptes entre les BizDev. Donc, je dirais dans un portefeuille, chez nous, pour travailler efficacement, correctement, tu bosses pour moi, entre 150 et 180 offres. Et dessus, tu as une dizaine, une quinzaine de ce que j'appellerais des très grands comptes. Ok. Ouais, parce que tu mets quand même une limite pour qu'il y travaille bien. Parce que j'imagine que si tu as une offre qui est énorme, en soi, un grand compte, l'idée d'un grand compte, justement, c'est créer une relation avec eux. Parce que si tu as beaucoup de grands comptes dans ton portefeuille, en soi, tu pourras pas bien, comment dire, t'occuper de tes 10 ou 15 grands comptes que tu as, par exemple, actuellement. Ouais. Alors, tout dépend aussi, je pense, des activités, des produits et des secteurs. Mais en tout cas, je parle de ce que je connais le mieux et qui est finalement notre activité, qui sont les avantages aux salariés. Ce que tu dis est très vrai, notamment plutôt sur la partie gestion et fidélisation, donc sur l'account management, Ouais. gérer un grand compte, développer un grand compte. C'est un travail pour plus d'une personne, en fait, pratiquement. Quand on travaille avec des acteurs du secteur bancaire ou assurance, c'est énorme. Et il y a pratiquement un account manager qui est dédié à ce compte-là, à la fois à sa gestion, mais aussi à son développement. Inversement, nous, en tout cas, je te parle de ce qu'on connaît, sur la partie plutôt BizDev, on identifie assez facilement les parties prenantes de nos deals.
Et donc, nous, tout ça s'articule autour d'un triptyque qui sont donc les achats. Donc, c'est les achats indirects pour nous et souvent liés aux prestations marketing. Le métier, qui est le marketing, et souvent en interne, donc le client interne, qui sont les ventes. Et finalement, ce triptyque-là, c'est 3 personnes, en fait, hein, chez nous. Donc, des fois, on commence à travailler avec les achats, des fois, on commence à travailler avec le marketing référencé par les ventes, mais des grands comptes type CAC 40, chez nous, c'est 3 ou 4 interlocuteurs, finalement, qui gèrent nos activités. Donc, sur la partie vraiment de prospection, de prise de rendez-vous, enfin, tu peux en gérer clairement plusieurs. Inversement, quand tu rentres en phase notamment d'appel d'offres, et donc là, tu es en compète, tu es en train de pitcher, là, c'est un travail où tu es dans un tunnel pour un sales de pratiquement 2 mois où c'est compliqué de maintenir ton embarqué et de maintenir une activité normale sur l'ensemble de tes autres comptes que tu travailles, quoi. Ouais, ça va être vraiment en fonction du besoin du client, hein, de comment tu as besoin de pardon, t'investir dans le deal. J'étais en train de penser en espagnol, c'est pour ça que j'ai fait un mix entre le français et l'espagnol. Pas de Euh, souci. du coup, voilà. Je te pose une dernière question avant de revenir sur les deux autres challenges que tu avais commencé à mentionner tout à l'heure, pour pas sortir trop du sujet. Mais en fait, tu as commencé à parler justement de la prospection. Et aujourd'hui, comment tu fais en fait pour commencer une relation avec un grand compte, bah, si vous avez jamais eu de relation avec eux? Comment ça se passe? Bah, je vais te répondre, peut-être ça va peut-être paraître simple, Ouais, mais clairement, la prospection téléphonique. ok. Un grand compte, il y a un standard. Souvent, les interlocuteurs sont très bien identifiés en interne. S'ils ne le sont pas, ils le sont assez facilement sur les réseaux sociaux. Et si c'est encore pas le cas, on peut faire marcher son réseau parce qu'on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaille au sein de l'entreprise grand compte. Et en tout cas, nous, dans notre secteur d'activité, on arrive assez bien à faire de la prospection téléphonique, à passer les étapes du standard. Bon, ça demande un peu d'ingéniosité de temps en temps. Je peux donner un exemple. C'est un exemple que j'avais qui ne vient pas de chez Woodugit, mais quand je travaillais chez Amaris, j'ai essayé de joindre un directeur de département qui était dans le secteur de l'oil and gas et qui gérait plus de 250 personnes et qui avait recours de manière assez récurrente à de la prestation intellectuelle. Donc, c'était potentiellement une bonne ordre. Et je l'appelais tous les jours, 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 tous les jours. Et ça pendant 3 mois et j'y arrivais pas. Et un jour, j'étais arrivé assez tôt au boulot. C'était une grosse journée, il était peut-être 7h15 ou 7h30 du matin. Et je me suis dit, je l'appelle. Et je l'ai appelé à ce moment-là. Je l'ai eu. J'ai pris le rendez-vous et je fais le rendez-vous avec lui. Et à la fin, je lui explique un peu toute l'aventure pour arriver à le joindre 3 mois d'appel. Et il me dit, mais en fait, tu m'as appelé tous les matins, tous les après-midi à 10h ou à 15h, mais moi, je gère 200 personnes, je suis toujours en rendez-vous. Donc voilà, il ne faut pas hésiter des fois à changer ses horaires. Mais non, la prospection téléphonique, clairement, ça marche bien. Il ne faut pas hésiter à s'appuyer aussi sur sa connaissance du compte et de l'organigramme en interne pour prendre des rendez-vous. Quand tu as déjà rencontré une personne, elle peut t'orienter vers une autre. Donc non, faut pas hésiter à faire de la prospection téléphonique, à travailler sur du sourcing, du mapping. Voilà, donc on utilise des outils évidemment pour ça, les réseaux sociaux, et on combine tout ça aussi avec un petit peu de sales automation, mais la prospection téléphonique, quoi, pour répondre à ta question. Ok, parfait. Là, c'était bien pour voir un peu justement comment vous faisiez ça. Nous, là, actuellement, on a changé un peu ça. Vraiment les comptes sur lesquels on a zéro contact avec eux. On est, les premiers contacts, ça va être soit en fait de leur envoyer du contenu qu'on a déjà créé, soit les inviter à des événements qu'on est en train de faire. Et Ok. en call to action, enfin call to action, en gros, enfin, l'idée c'est qu'ils consomment le contenu qu'on leur envoie. Et aussi en même temps, mapper les comptes, parce que l'idée, c'est si on sait pas qui est responsable pour nous du recrutement dans telle boîte, l'idée c'est de parler justement pour essayer de comprendre qui s'occupe de ça. Et là, on arrive sur un peu une stratégie un peu moins pushy, justement, où actuellement les comptes ils sont un peu plus, ils vont pas forcément penser à une solution comme la nôtre, parce que le recrutement, suivant les secteurs d'activité actuellement, ça va être assez différent, et les pays aussi. Et l'idée, en fait, le premier rendez-vous qu'on va avoir avec eux, en fait, ça va être un entretien
un peu comme ce qu'on est en train de faire justement actuellement, c'est parler avec soit le vice-président des ressources humaines, directeur des ressources humaines ou le manager ou le directeur du recrutement et essayer de comprendre comment ça se passe aujourd'hui de leur côté, au niveau de la quarantaine, enfin, s'ils continuent à recruter ou non, et comment ils s'adaptent à ça. Et l'idée, en fait, bien sûr, c'est de comprendre aujourd'hui comment ils font sur le terrain, et Ok. c'est de leur partager, en fait, aussi ce que font leurs confrères dans d'autres pays, et ce que font d'autres secteurs d'activité pour leur donner des idées, en fait, sur comment s'adapter sur la situation. Et là, hein, on a commencé il y a 2 semaines et on a déjà eu 6 rendez-vous comme ça. Et l'idée, en fait, c'est de commencer la première relation comme ça. Et bien sûr, d'ici 1, 2 semaines, c'est d'avoir un premier rendez-vous justement pour leur vendre, enfin, leur proposer ce qu'on fait et voir si ça s'adapte aujourd'hui en fait à leur situation. Et Ok, l'idée je avec ça, en comprends. fait, c'est plus en fait d'arriver. Bien sûr, ça va prendre plus de temps que pour commencer une relation avec eux, mais au moins, là aujourd'hui, en fait, les prospects que j'ai dans ma liste, ils sont beaucoup plus réceptifs en fait à mes emails ou à mes appels téléphoniques qu'avant où on avait une stratégie justement choper du rendez-vous. C'était tout. J'entends. Donc là, donc la réponse moi, principale que je te donne est la prospection téléphonique qui fonctionne très bien. Inversement, on la combine aussi avec notamment des mécanismes soit de contenu, soit même un peu plus large qu'on pourrait appeler d'inbound, et encore plus sur la situation actuelle pour si des gens écoutent donc le podcast en temps de confinement. Évidemment, là, j'ai vu que vous avez fait un podcast notamment sur comment prospecter, où est-ce qu'on doit prospecter sur la période de confinement. Ouais, là aujourd'hui, la prospection téléphonique n'est pas le meilleur moyen pour arriver à atteindre ses cibles. Inversement, sur des périodes un peu plus normales, entre guillemets, ça porte assez bien ses fruits. Et même sans forcément la faire, tu n'es pas obligé forcément d'avoir directement la bonne personne, mais tu peux assez facilement, on a toujours, comment dire, on peut mener un petit peu son enquête et les gens sont assez disponibles quand on y va avec le sourire, en expliquant clairement notre démarche, qu'on a envie d'arriver à travailler avec le groupe, de comprendre comment ils sont organisés, puis tu es renvoyé d'un service à un autre, d'une personne à une autre, et tu peux arriver à faire ce petit jeu et à remonter. Donc finalement, encore une fois, c'est comme tout, il n'y a pas une recette miracle. Je pense que toutes les personnes qui bossent en sales se disent qu'il faut vraiment combiner l'ensemble des outils et des stratégies qu'on a à disposition. Euh, Mon propos est vraiment de dire ne sous-estimez pas la prospection téléphonique. Quoi. Ce que j'allais dire, la prospection téléphonique, ça fonctionne, hein. Nous, justement, actuellement, c'est un peu, on va dire, on n'a pas les outils comme en France, enfin, tu sais, comme Casper ou d'autres outils qui te donnent le téléphone perso des prospects. Ici, là, on est passé basiquement, quasiment que sur de l'email ou du LinkedIn, parce Ouais. que les outils on a le numéro des bureaux et toutes les boîtes n'ont pas fait, comment dire, le transfert des numéros de leur bureau sur leur téléphone portable. Okay. Donc, c'est basiquement, là, actuellement, c'est que du LinkedIn ou de l'email de notre côté. Ouais, Pour vous, ça se fait comment? Ouais, c'est un peu pareil aussi, un ouais, peu ouais, pareil? clairement. Ouais. Déjà, il y a un temps aussi d'adaptation et les premières semaines n'étaient pas du tout propices parce que nous, c'était pas le sujet du moment. Enfin, on va pas forcément parler de chèques cadeaux, de titres restaurants à nos cibles qui sont soit des CSE, soit des DRH quand elles ont les sujets à la fois sociaux et sanitaires à gérer pour leur entreprise. Donc, même si le business doit continuer, il faut savoir aussi de temps en temps s'effacer, être à disposition. Et donc là, pendant tout ce moment-là, on était plutôt, nous, sur une stratégie qui était celle que finalement tu as décrite, qui est une stratégie un petit peu plus inbound, d'aller mettre du contenu à disposition sur les problématiques du moment, souligner notre disponibilité principalement pour nos clients et aussi adapter notre offre. Sur un réseau de partenaires qui fait sens aujourd'hui chez nous. On a mis en place des partenariats, par exemple, avec des associations. Tu peux donner tes chèques cadeaux, toute ou partie de tes chèques cadeaux, titres au restaurant, à des associations qui font de la recherche, par exemple, pour Covid. Donc, c'était vraiment ce travail-là d'arriver à muter un petit peu notre offre et à garder quand même une communication avec nos prospects ou nos clients, mais en s'effaçant un petit peu. Donc, oui, tous ces outils-là et toutes ces méthodes-là on a travaillé un petit peu de la même manière, je pense.
Ouais, ce que je suis en train de voir. Et pour revenir en fait sur tout à l'heure sur les trois challenges donc, que tu avais commencé à mentionner, le Ouais, deuxième, c'était avoir un produit qui s'adapte en fait justement bah, au grand compte. Tu avais déjà commencé à en parler un peu tout à l'heure. Il y avait ouais, un compte que vous aviez, que vous étiez, il y avait vous avez reçu un appel d'offres. Votre produit n'était pas adapté encore à comment dire, à l'appel d'offres. Mais pourquoi vous avez pris, comment dire, l'initiative de le faire, sachant que c'est ouais. Le produit alors était pas adapté. On avait quand même un produit qui fitait, j'ai envie de dire, à près de 80 80, ah ok. du ouais, après près de 80 du scope de l'appel d'offres. Mais, on aurait pu à l'époque, parce que c'était un deal qui était conséquent, où, ben, on partait sur une ligne de départ et on a des concurrents, nous, des historiques, qui sont très bien organisés, qui sont en place depuis très longtemps, qui travaillent très bien. On n'avait pas toutes les chances, on n'avait pas du tout toutes les chances de notre côté sur la ligne de départ. Et encore moins avec le fait qu'on ne couvrait pas 100% du cahier des charges. Mais on a quand même pris la décision d'y aller en étant assez transparent finalement avec notre prospect et en le tenant au courant des évolutions de notre roadmap et en l'impliquant, si tu veux, dans le projet. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce pari-là. Et en fait, par extension, toute la complexité, si tu veux, enfin pour moi, sur le fait d'adapter ou pas son produit, euh, ça fait un peu partie. Enfin moi, c'est des erreurs et je le dis aujourd'hui assez librement. Moi, c'était une des premières erreurs en fait que j'ai faites sur de la vente grand compte, a été de vouloir trop adapter le produit aux besoins d'un client, parce que c'était un grand compte, un de nos premiers grands comptes, il y a maintenant, ouais, il y a maintenant 5 ans pratiquement. Donc, tu as envie de tout faire, bien évidemment, pour gagner le deal, mais tu fais pas forcément des arbitrages par rapport à ta roadmap et par rapport à ce que tu seras capable de pouvoir commercialiser ce produit à d'autres clients derrière. Et donc, c'est toute la limite en fait qui est compliquée à trouver entre le SaaS qui doit être quelque chose d'assez standardisé et pour reprendre le mot qu'on entend souvent, scalable, versus un cahier des charges d'un grand compte qui est quand même précis, qui a des spécificités. Et donc, il faut quand même savoir dire non, il faut driver aussi son client sur son produit, lui expliquer pourquoi on ne va pas le faire comme ça, ou inversement, pourquoi on va arriver à trouver quelques ajustements. Donc ça, c'est vraiment, moi, une des premières erreurs que j'ai faites, qui est de rentrer dans du trop spécifique. Inversement, attention, il ne faut pas non plus vouloir trop standardiser son offre et sous-estimer, notamment sur les grands comptes, il y a un vrai besoin d'accompagnement. Euh, un grand compte, tu le disais toi-même, c'est des dizaines de milliers de salariés. Il y a des parties prenantes, quel que soit le produit, quel que soit le service que vous allez déployer ou que le grand compte va vous acheter. Il y a des parties prenantes à tous les niveaux et le moindre projet qui est lancé a des impacts considérables. Donc, il ne faut pas sous-estimer ce besoin d'accompagnement et embarquer l'ensemble des parties prenantes assez tôt. Donc ça, c'est finalement un deuxième conseil que je pourrais donner et aussi une deuxième erreur qui a été faite. Et enfin, le troisième point, il est quand on parle d'adapter son produit, il faut aussi arriver à adapter ses méthodes commerciales. Je m'explique, c'est quand on passe à un cycle de vente grand compte, on va passer à la moulinette. Tu vas passer au niveau de la moulinette du service achat, du juridique, des audits de sécurité, des questionnaires sur la politique RGPD, sur là où la sécurité des données, etc. Et donc, du coup, il faut aussi savoir montrer ta capacité à sortir ton cycle de vente assez classique et montrer que tu peux faire preuve d'ingénierie commerciale et que tu es capable de maîtriser toute cette ingénierie commerciale et rassurer ton prospect, quoi. Et je voulais revenir un peu là sur ce que tu disais, justement que plusieurs fois en fait, tu avais un appel d'offres, un cahier de charge à remplir, et justement à trop vouloir t'adapter sur ce qu'ils voulaient eux. Qu'est-ce que vous avez fait en fait pour changer ça après? Parce que nous là, actuellement là, on a un de nos clients en fait qui a une demande très spécifique, et justement ils sont dans la question de, ils sont en train de se poser la question de est-ce qu'on va développer cette feature ou pas? Parce que c'est le seul client qui est en train de la demander actuellement. Donc comment, bah, parce que ça se ressemble un peu sur ce qui se passait justement avec vos appels d'offres, avec un appel d'offres où Ouais. justement tu as un grand compte qui va te demander un truc spécifique, mais c'est le seul compte qui le demande. Qu'est-ce que vous avez changé en fait dans votre process par rapport à ça?
Clairement, c'est travailler et mobiliser l'ensemble des équipes de la société autour du projet. Ça veut dire que souvent, on peut, et en tout cas moi c'est ce qui m'était arrivé, hein, à titre personnel, on peut être aveuglé par finalement ce deal-là, cet énorme deal qui est un grand compte et le côté assez ambitieux finalement du commercial qui a envie d'aller mener au bout sa vente. Et des fois, on peut manquer un peu de recul sur la roadmap, alors de la société, du département, peu importe les structures dans lesquelles vous travaillez. Et du coup, d'impliquer en amont des réceptions, du cahier des charges, des réceptions d'appels d'offres, l'ensemble des équipes projet. Donc, ça peut être ton équipe tech, ton équipe market, tout le monde en fait autour de ce projet-là. Ça permet de venir aligner clairement les visions de chacun des départements et d'avoir des personnes, je ne vais pas forcément rentrer là-dedans, mais je ne sais pas si tu as déjà entendu quand tu fais des réunions et que tu as un projet un petit peu, tu as la méthode je crois que c'est la méthode Bono, on appelle ça la méthode des chapeaux, et chacun doit prendre une position assez tranchée et venir faire un peu un brainstorm et donner tous les arguments. Donc, tu as forcément quelqu'un qui va voir que le négatif finalement sur le fait de signer ce compte-là. Et donc, le but, c'est de mettre plusieurs personnes autour de la table et de venir tout simplement peser le pour et le contre. Il ne faut pas non plus dire non à chaque demande spécifique, il ne faut pas dire non à chaque grand compte. Ce grand compte-là, on l'a fait, ça nous a ouvert aussi d'autres portes, ça nous a permis d'avoir de la presse, etc. Donc c'est intéressant. Inversement, mon point, il n'est pas tant de ne pas faire le deal, il est plutôt, je l'aurais fait de manière différente, c'est-à-dire que j'aurais plus dit non aux prospects, je l'aurais un peu plus drivé, et je l'aurais amené sur un produit un petit peu plus standardisé de notre côté. Donc voilà, donc ma réponse finalement à ta question, c'est travailler en mode projet pour venir aligner l'ensemble des visions et puis avoir tous les impacts en tête avant de répondre. Et le deuxième point qui est quand même de répondre, mais de driver au plus possible ton prospect vers ta solution. Et ça, tu le développes finalement qu'avec de l'expertise sur ton secteur et avec de l'expérience, parce que je ne sais pas si toi, ça t'est arrivé déjà de dire non à un prospect alors qu'il y a du business derrière et de lui expliquer pourquoi on va devoir faire autrement. Mais pour en avoir fait les frais, moi, sur les premières années, ce n'est pas toujours évident. Mais voilà, ça serait ça plutôt le conseil. Donc, driver son prospect, le ramener sur sa solution et impliquer l'ensemble de l'équipe projet de la société autour du deal. Et pour répondre à ta question, oui, ça nous est déjà arrivé plusieurs fois à dire non à des prospects Ok. qui voulaient justement, on va dire, leur priorité. En fait, sur ce qu'ils demandaient au niveau des features de la plateforme, il y en avait trois qu'on n'avait pas, on va dire, pour pas rentrer dans le détail technique de ce qu'ils demandaient, mais en gros, ils nous demandaient des choses que notre plateforme ne faisait pas. Et pour eux, qui étaient leurs trois priorités enfin, leurs trois priorités les plus importantes. Et du coup, avec ce prospect-là, on lui a dit que malheureusement, c'était quelque chose qu'on ne faisait pas et que c'était pas sur le roadmap encore parce que c'est pas, enfin, nos clients ne le demandaient pas. Donc, on le faisait, en fait, sur tout ce qui est le développement des nouvelles features, on le fait principalement en fonction des clients en fait, qu'on a actuellement. Euh, S'il y a des clients qui le demandent, en fait, ça va être pris en compte. Mais si un prospect le demande, bien sûr, c'est pris en compte, mais ça n'a pas la même priorité qu'un client parce qu'un prospect en soi, il y a tout le travail du développement commercial à faire pour arriver jusqu'à la vente. Donc, un client qui est déjà en train de payer la solution, pour nous, enfin, dans le roadmap, c'est beaucoup plus important. Mais en tout cas, enfin, Ok. pour revenir sur les prospects, en fait, on leur a dit non. Aussi, on leur dit non parce que, en fait, ça nous est déjà arrivé en fait, d'avoir perdu un client, on va dire, qui pensait que notre solution faisait enfin un truc qui était, en gros, notre solution qui était une solution de sourcing. Donc, bon, pour toi, en gros, qui a travaillé dans le recrutement, normalement, enfin, tu vois ce que c'est. Mais pour ceux qui écoutent, en gros, Ouais. ils pensaient que notre plateforme, en fait, elle allait permettre d'augmenter le nombre de candidats Ok. pour leur boîte. Alors que non, notre plateforme, en fait, c'est plus pour, en gros, si tu as 10 000 candidats par mois, ça te permet de les trier beaucoup plus rapidement. Et eux, quand ils ont acheté la solution, ils ont eu comment dire, une différence entre ce qu'ils attendaient et ce qu'on faisait. Et du coup, ils étaient déçus sur la solution. Donc maintenant, dès la prospection, on dit enfin, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, pour pas qu'il y ait ouais, de malentendus, en fait.
sur ce qu'on fait. Parce que si le prospect, dès le début, s'attend à un truc qu'on ne fait pas, bah déjà, même au niveau du client, il ne va pas être content par rapport à ça une fois qu'il a la solution. Mmh. Complètement d'accord avec toi. Pour moi, ce que tu dis, c'est vrai finalement pour toutes les ventes, quelle que soit ta cible ou la taille de l'entreprise. Mais c'est d'autant plus vrai sur des ventes grands comptes où tu as énormément d'interlocuteurs qui sont partie prenante du projet et qui sont partie prenante de la décision. Et c'est se leurrer finalement de penser que de faire un rendez-vous et faire, moi j'appelle ça, je mets des guillemets, encore une fois, le commercial oui, c'est-à-dire le commercial qui dit oui à tout et finalement, une fois que le projet va devoir se lancer ou qu'on va devoir qu'on rentre dans une phase un peu plus d'audit, on se rend compte qu'il y a une chose sur deux qui est vraie. Clairement, la transparence, la co-construction du projet. Les clients sont assez conscients des enjeux, des problématiques que peuvent avoir des structures plus jeunes, des fois. Nous, c'est notre cas sur un marché. Et sont friands de transparence et de pouvoir être partie prenante du projet et nous accompagner aussi. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Et la conclusion, c'est la transparence et associer son prospect pour pas qu'il y ait une mauvaise surprise à la fin, parce qu'une mauvaise surprise, ça fera soit la vente capotera, elle ne se fera pas, soit ce qui vous est peut-être arrivé, et j'espère que vous avez rattrapé la situation derrière, de l'insatisfaction côté client. Non, avec ce client, ça ne s'est pas rattrapé malheureusement. Parce que eux, ils avaient un besoin spécifique pour augmenter son nombre de candidats. Et comme nous, on ne fait pas ça, ça ne s'est pas rattrapé. Et là, c'était un Ok. compte assez petit, enfin, c'était un grand compte, enfin, ils avaient 2000 employés. Mais du coup, au final, c'était quasiment un an avec eux et c'était une perte de temps pour le client et aussi de notre côté parce qu'au final, il y a eu beaucoup de ressources qui ont été développées pour eux pour essayer de les sauver et comme leurs besoins au niveau business, recrutement, c'était pas le même et ne s'alignait pas avec ce qu'on faisait, ça n'a pas fonctionné. Et pour Ok. terminer en fait justement sur les challenges, ton dernier point c'était donc le référencement, donc le droit de travailler avec un grand compte. Donc Ouais. enfin ça va revenir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure sur la prospection, donc, je pense, ou tu me corriges hein, si je me trompe, mais Ouais. qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en fait pour améliorer ton référencement avec les grands comptes? Ouais. En fait, pour moi, il y a deux grandes manières de fonctionner pour travailler avec un grand compte. La voie, moi, que j'appelle la voie royale, c'est le référencement achat. Tu as un grand compte qui est structuré et qui a mis des équipes au niveau des achats pour venir valider un ou plusieurs fournisseurs et c'est uniquement ces fournisseurs qui ont été validés qui ont le droit de travailler avec l'ensemble des filiales ou l'ensemble des départements, peu importe, au sein du compte. Quand tu obtiens ce référencement-là, c'est génial parce que tu es tamponné, tu as été audité et il ne te reste plus qu'à aller finalement rencontrer les métiers et faire de l'évangélisation de ton produit. Et tu as déjà une validation des achats qui sont souvent plutôt qui sont clairement écoutés et qui sont de plus en plus forts dans l'ensemble des structures. Donc ça, c'est clairement la voie royale. Inversement, ça peut des fois être une voie un petit peu plus longue parce que alors, pour avoir un référencement, tout dépend des entreprises, des secteurs, etc. Mais il faut des fois, ils ne font pas des appels d'offres tous les jours, c'est-à-dire qu'ils n'ouvrent pas leur panel fournisseurs tous les jours non plus. Je te donne l'exemple que je te donnais en introduction, le compte dans le secteur bancaire, on a mis 5 ans à le signer. Il y avait un appel d'offres tous les 4 ans. Donc malheureusement, si tu n'arrives pas au moment de l'appel d'offres, tu es reparti pour un tour et tu as 3 ans à peu près à attendre pour recevoir l'appel d'offres et pouvoir y répondre. Donc on va revenir sur le référencement achat. Pour moi, c'est très très important d'arriver à les gagner et d'avoir cette validation pour pouvoir bien travailler au sein d'un grand compte. Inversement, tu as aussi une deuxième manière qui est de travailler via des tests. Donc c'est un petit peu, il y a une logique, alors je ne sais pas si toi ça t'est déjà arrivé d'être confronté un petit peu à ça, mais des fois c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Tu vas aller voir le service achat et des fois on va te dire je veux bien étudier votre référencement, mais pour que j'étudie le référencement, il faut que vous ayez déjà des creds, il faut que vous ayez déjà des projets au sein du groupe. Et quand tu vas voir des métiers, des opérationnels, ça peut arriver qu'on te dise moi je veux bien faire un projet avec vous, mais il me faut le référencement achat pour commencer de travailler ensemble. Et donc du coup, il faut arriver à jongler des fois un petit peu et à mettre le curseur un peu au milieu. Mais souvent, soit tu arrives sur la voie royale avec le référencement achat, soit il faut arriver à trouver un sponsor en interne, quelqu'un du métier
que tu as réussi à convaincre finalement sur ta solution, qui match vraiment bien son besoin et qui va faire un test sur, alors généralement des volumes qui sont assez peu significatifs parce que sinon ça reviendrait, si tu veux, ce test-là dans le giron des achats. Et donc ce test-là va te permettre d'avoir une crête ou deux et puis après cette personne-là va pouvoir te pousser au niveau des achats pour venir faire ce référencement et te permettre de travailler un petit peu plus librement au sein du compte. Donc ça, c'est la première méthode, c'est finalement rentrer un peu par la fenêtre, provoquer un test qui soit bon, clairement. Il faut tout miser dessus pour se développer. Il faut que l'accompagnement soit parfait et que vraiment que le client soit un ambassadeur dans cette situation-là, dans toutes les situations en soi, mais encore plus dans celle-ci. Et sinon, la deuxième solution, c'est les référencements achats. Et là-dessus, souvent, on peut avoir, moi j'avais cette vision-là avant de commencer à travailler avec les grands comptes, des achats qui pouvaient des fois faire un petit peu obstacle, si tu veux, et pas forcément prendre par la main de nouveaux fournisseurs pour les référencements. Et j'ai vraiment l'impression que c'est de moins en moins vrai. Il y a toute une génération aujourd'hui d'acheteurs qui font le métier d'une manière qui est formidable, qui nous accompagnent clairement et qui sont vraiment dans une démarche d'aller chercher les meilleurs fournisseurs, qui ne cherchent pas forcément qu'un prix, qui comprennent les besoins métiers en interne et qui, une fois que tu as gagné ton référencement, c'est des vrais sponsors et ils vont faire avec toi ce qu'on appelle du marketing achat. Et ils vont pouvoir te présenter les différents métiers et t'aider à travailler. Ouais, moi je dirais, faites-vous travailler bien, main dans la main avec les achats, gagnez vos référencements et après vous avez des bons sponsors qui vous permettent de bien travailler au sein du compte. Je pense, pour moi, pour les achats, j'avais une mauvaise image d'eux, parce que quand j'étais en IUT, on avait beaucoup de cours en fait sur la partie achat, où en fait, qui présentaient les achats comme la partie de la centrale des achats de Carrefour ou d'Auchan, ce genre Ouais. d'acheteurs, où c'est vraiment basé sur mettre ton produit dans tous les supermarchés du groupe enfin je sais pas, moi l'image que j'avais c'était surtout ça, donc je pense que alors que c'est pas du tout comme ça quand c'est dans un groupe où tu es là pour avoir une solution en fait pour tout le groupe. Donc maintenant on va arriver en fait sur les questions donc un peu plus généralistes sur la vente. Euh, donc c'est en contenu, ressources, qu'est-ce que tu lis ou écoutes et qu'est-ce qui a le plus influencé ta vie de commercial? C'est une bonne question. Alors, je me replonge un peu dans le passé. Alors, je vais commencer par la dernière question. Qu'est-ce qui a le plus influencé ma vie de commercial? Ça a été mes trois expériences finalement. Mon expérience chez Michael Page, mon expérience chez Amaris et mon expérience chez Woodley. À chaque fois, que ce soit chez Michael Page ou que ce soit chez Amaris, j'ai rencontré des personnes qui faisaient ce métier. Alors, je dis commercial avec des guillemets. Je pense que tout le monde voit la complexité, la diversité aujourd'hui des métiers qui peuvent exister au sein, sous la dénomination, sous la coupe commerciale. Mais j'ai rencontré des personnes que je salue aujourd'hui si elles tombent sur ce podcast-là, qui m'ont éveillé du haut de mes 21, 22, 23 ans à ce qu'était ce métier-là et qui m'ont clairement inspiré. Donc, c'est comme ça finalement vraiment que j'ai mis le pied à l'étrier, si tu veux, sur le sel. C'est des rencontres, des personnes avec qui j'ai travaillé, qui ont eu un petit peu ce rôle-là sur les premiers mois, voire presque les premières années, un peu de mentor, qui ont développé ma velléité d'aller sur le sales. Pour répondre sur la partie un peu plus ressources, qu'est-ce qu'on utilise aujourd'hui? Alors, chez WooDoGift, on fait appel peut-être à quelqu'un que tu connais parce que j'ai vu qu'il est venu faire un podcast. On travaille avec YouMind, YouMind School, qui s'est créé sur un concept qui est de former finalement des sales. Donc à la base, ils sont plutôt orientés B2C, c'est-à-dire qu'ils prennent des candidats qui sont en reconversion ou autres, ou qui ont envie d'aiguiser un peu leurs skills pour les former. Ils ont lancé tout un programme sur lequel on a travaillé avec eux. Donc, c'est clairement une grosse base de ressources aujourd'hui pour nous et une bonne source d'inspiration. À côté de ça, au niveau des bouquins, je ne vais pas forcément faire une liste à l'après-vert, mais moi, j'ai un bouquin que… alors, si des personnes de Woodley qui écoutent, elles vont se marrer parce que je le fais acheter en masse et à chaque nouvelle personne qui rejoint la boîte en onboarding, on offre ce bouquin-là. Je ne sais pas si tu le connais, c'est Comment se faire des amis par Dale Carnegie. Je ne sais pas si ça te parle, si tu l'as déjà vu. Non, je ne l'ai pas encore lu justement. Je l'ai sur ma liste, mais Ok. Faut pas se fier au titre ni à la couverture.
clairement. C'est écrit donc par Dale Carnegie, je crois qu'il l'a sorti de mémoire dans les années 30, ou je dirais 1935 ou 1936. Et il part vraiment du postulat en disant il étudie des grands hommes, que ce soit des grands businessmen aux États-Unis à l'époque ou même des politiques, et il dit mais c'est pas possible, il n'y a pas de science en fait derrière tout ça. Personne n'est venu essayer de trouver les plus petits dénominateurs communs qui font le succès de ces personnes-là. Et il y a une trentaine de concepts, alors qu'il faut bien sûr prendre avec du recul et adapter et remettre un peu au goût du jour parce que les exemples sont d'époque. Mais clairement, moi, c'est un des livres, c'est Jérôme d'ailleurs qui est le CEO de Doudou qui l'avait conseillé. Je l'avais regardé comme ça au début en me disant c'est quoi ce bouquin avec ce titre et cette couverture. Et j'ai lu ce bouquin, ça a vraiment changé. Je ne vais pas trop en dire parce que c'est intéressant à lire et je ne vais pas te casser le suspense. Mais ça a vraiment changé ma vision un peu de faire du 16. Alors il y a des choses, tu auras l'impression de les avoir déjà entendues parce que c'est un livre qui est assez fondateur. Et donc il y a énormément de bouquins, énormément de posts aujourd'hui qui s'inspirent finalement de cette théorie-là. Et c'était pour moi un des livres fondateurs de la relation intrapersonnelle. Et donc clairement une très très bonne lecture que je conseille. Ça marche. Pas faudra que je lise alors. Les outils que vous utilisez? Alors, donc sur le CRM, on bosse sur Pipedrive, qu'on combine bien évidemment à d'autres outils, notamment des outils maison qui sont liés à notre plateforme, des outils type messagerie comme Slack, mais aussi on est en changement, donc je ne vais pas citer le nom de l'outil pour l'instant, mais on est en train de changer notre outil qui nous permet de gérer toutes les séquences, finalement, le séquençage d'envoi des emails. À côté de ça, on travaille bien évidemment avec LinkedIn à fond. On travaille récemment, ça nous a été conseillé par, je ne sais pas si tu connais Quentin Préchou, qui est coach notamment chez Human. Il nous a conseillé cet outil qui s'appelle Nomination, qui est un outil qui permet de venir alors, je ne sais pas si ça s'applique et s'ils sont déployés worldwide, mais en tout cas pour la France, c'est très bien. Et ça, notamment sur la partie grand compte, ça fait vraiment sens. Ça permet de mapper à la fois l'organisation en tant que filiale, mais aussi les décisionnaires au sein du groupe, combiné à LinkedIn et combiné avec tu parlais de Casper tout à l'heure, nous on bosse avec Lucia, ça marche très très bien. Ça marche très, très bien. Pour nomination, j'en ai entendu parler il n'y a pas très longtemps, mais il faudrait que je regarde justement, il faut que je me pose dessus pour voir un peu si On a, ça peut fonctionner. ouais, on a profité là du temps forcément un petit peu plus calme pour l'équipe sales des dernières semaines pour prendre des projets des fois qu'on reporte parce que tu es dans le jus, tu es dans l'opérationnel et toujours un petit peu dans le run. Je pense que tout le monde a dû avoir ces réflexions-là, j'imagine. Et donc, notamment, sur la partie grand compte, l'objectif était de beaucoup mieux mapper et de beaucoup mieux comprendre l'organisation, les interdépendances des filiales entre les groupes, qui était qui, pour amorcer la reprise avec un super mapping de compte. Donc, c'est comme ça qu'on a mis en place Nomination. Et là, on arrive sur la dernière question de l'interview. Donc, c'est quel conseil donnerais-tu à une personne motivée qui est sur le point d'entrer dans le monde de la vente? Je donne toujours le même et c'est celui qu'on m'a donné, alors pas quand je suis entré, mais lors de la première formation que j'avais eue quand j'étais chez Amaris, ils faisaient ce qu'on appelle, on a repris ça un petit peu à notre compte aussi chez We Do Gift, des sessions finalement, des semaines entières de formation sur la partie sales. C'était très structuré, ça c'est une caractéristique des ESN qui fait que c'est des très très bonnes écoles de la vente. Ils structurent énormément sur une année, voire même plus, les formations et les cycles de vente. Et je me souviendrai toujours de la première séance et qu'aujourd'hui, moi, je réapplique et je donne comme conseil à n'importe quelle personne qui revient sur des métiers où il y a du sel et finalement, ça s'applique à beaucoup de choses. C'est de mettre de la finalité et de mettre du sens dans ses actions. Je m'explique, le sales, pour moi, c'est clairement un des plus beaux métiers du monde, mais ça peut aussi être, si on le fait sans finalité, sans sens, sans comprendre ce qu'on fait, l'un des plus durs. Je ne vais pas reprendre des concepts de résilience ou autres, mais je pense que chaque personne qui est passée par ce métier-là ou qui est sur ce métier-là a connu les cycles, a connu les courbes de deuil et a dû faire preuve de résilience. Et ce qui aide à dépasser tout ça, et il faut pour moi l'avoir dès le début, c'est cette finalité et mettre du sens dans ce qu'on fait. Tu as l'histoire qui est assez connue et que moi je reprends souvent un peu à mon compte, mais je ne sais pas si tu la connais, c'est l'histoire du bâtisseur de cathédrale, le tailleur de pierre. Je ne sais pas si ça te parle. Non. En gros, faut se projeter un peu au Moyen-Âge et tu as un mec qui est en train de
taper sur une pierre et tu as un homme sur son cheval qui se balade et qui demande qu'est-ce que tu fais, et la personne répond bah, ça ne se voit pas, je tape sur une pierre, et puis il avance un peu plus loin, il y a une deuxième personne qui le fait mais avec un peu plus d'entrain, en prenant du recul, en prenant son temps, et il lui pose la même question, qu'est-ce que tu fais, il lui répond je suis tailleur de pierre, et il avance encore un peu plus loin, et tu as une troisième personne qui est debout, qui tape dans son tabouret, qui sifflote un petit peu, qui prend du recul, et encore une fois il taille une pierre, et il lui dit qu'est-ce que tu fais, et la réponse est bah, je suis en train de bâtir une cathédrale. Donc je ne dis pas que le fait de faire du sales s'apparente à bâtir une cathédrale, quoique, mais mettez cette finalité et gardez toujours la finalité finalement de ce que vous faites pour réussir dans ce métier-là. Clairement, c'est ça mon conseil, c'est sens, mettez du sens tout le temps et gardez cette finalité en tête. Non, ça c'est clair. Je pense que c'est un des meilleurs conseils que je pense que tu peux avoir pour quand tu commences dans la vente, pour pas avoir ça et pas avoir les, comme tu disais, les montées et les descentes que tu peux avoir au début Ouais. quand tu commences. Et donc pour ceux qui nous écoutent et qui veulent te contacter, où est-ce qu'ils peuvent te contacter? Ils peuvent me contacter directement soit sur LinkedIn, soit même par mail, donc Dimitri, dimitri, @widoogift.com. Je mets un point d'honneur à essayer de répondre à tous mes mails et à toutes les sollicitations, donc n'hésitez pas, avec plaisir. Ça marche. Bah, je te remercie et je te dis à bientôt, Dimitri. Merci à toi, Elric, à bientôt. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de The Sales Game. Si t'aimes le podcast, abonne-toi, laisse un commentaire, une note, partage-le avec tes potes, fais-le écouter à ta mère. En gros, fais-en ce que tu veux. Et ça serait top aussi si tu pouvais m'aider à le partager. On se revoit dans le prochain épisode. Ciao!